Bienvenue à tous les trois. Merci de nous rejoindre pour cette première discussion de la journée. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés aujourd'hui Jean-Noël de Galzin, comme hier d'ailleurs. Jean-Noël de Galzin qui est président d'Exatrust. Nous avons également avec nous Éric Singer du Césin, responsable du cursus cybersécurité à l'ESIEE, c'est l'École supérieure d'ingénieurs en électrotechnique et en électronique. Et Benoît Fuseau, président du CLUSIF. Donc merci d'être avec nous ce matin. Alors, dans un premier temps, je vais vous demander tous de partager avec nous votre vision du Zero Trust. Et dans un deuxième, on va voir concrètement comment on le déploie dans les organisations, puisque c'est le thème, bien sûr, de notre discussion ici. Alors, on va commencer par vous, Éric Singer, si vous voulez bien, puisque vous avez interrogé les RSSI du Césin sur leur définition du Zero Trust. Alors, quels sont les résultats? Quelles sont leurs définitions? Bonjour à tous et merci de nous accueillir. Et c'est un honneur de partager le retour d'expérience des membres du Césin. Nous avons fait donc depuis décembre, nous avons travaillé d'arrache-pied sur un livre blanc sur le Zero Trust. Donc on a travaillé avec Clésia, avec Kering, avec Schneider Electric, avec des membres de l'Assemblée nationale, merci, avec Agrial, Servier, Microsoft, La Poste, un des nombreux participants justement pour rédiger ce livre blanc. Et nous avons travaillé sur les étapes clés de mise en œuvre du Zero Trust dans les entreprises. De la compréhension de ce que c'est ce concept, qui est difficile et pas souvent compréhensible. On pourrait penser que c'est un buzzword, mais quelle est vraiment la réalité pragmatique de la mise en œuvre du Zero Trust? Le deuxième aspect, c'est vraiment savoir comment on le met en œuvre dans les entreprises. Et peut-être aussi les retours d'expérience et comment faire que le Zero Trust soit un succès, non pas simplement pour l'aspect informatique, mais aussi pour l'entreprise globalement, et comment communiquer ça au COMEX. Et donc, tout ça, l'ensemble de ces informations sont présentées dans ce livre blanc, comme on dit. Et donc, pour parler un peu justement du Zero Trust, qu'est-ce que c'est et quels sont les éléments clés peut-être de succès, dire d'abord dans un premier temps que le Zero Trust, souvent, par de nombreuses personnes, c'est un terme anxiogène. On parle de zéro confiance. Pourquoi je ferais quelque chose de zéro confiance plutôt de faire quelque chose, apporter de la valeur, de la confiance à l'entreprise. Et souvent, on m'a dit ça. Et donc, dans le livre blanc, on a parlé plutôt de sécurité, de confiance contextuelle. Donc de contextual trust, qui permet justement d'adapter les mesures de sécurité en fonction du contexte organisationnel, technologique et de maturité des entreprises. Donc ça, c'est une première chose. C'est vrai, il y a des difficultés, des freins à l'adoption du Zero Trust, le poids de l'existant, le legacy, comme on l'appelle, avec beaucoup de systèmes que l'on ne connaît pas. Et la première chose dans le Zero Trust, c'est identifier ce qui n'est pas connu. Le deuxième aspect, c'est vraiment la gestion du changement aussi, des administrateurs, des informaticiens, mais de l'organisation pour simplement accepter le multifactor authentication, par exemple, simplement s'authentifier avec son téléphone. Dans certaines entreprises, certaines personnes sont vraiment réluctantes à faire ça. En définitive, et en conclusion, on a fait ça un questionnaire et on a interviewé plus de 1000 membres du Césin. Et parmi ces 1000 membres, plus de 200 personnes ont répondu et 60% des répondants ont dit qu'ils ont déployé des briques du Zero Trust. Donc l'adoption est en cours, donc plus de 60%. 20% n'ont rien fait ou commencent à se poser des questions. Et 15% ont commencé à mettre certaines briques. Et donc on va peut-être continuer à discuter de ces briques dans les prochaines minutes. Merci beaucoup, Éric Singer, pour ces premiers enseignements ou ces premiers éclairages sur le Zero Trust. C'est un terme, comme je le disais, un peu contre-intuitif, voire un peu malheureux, finalement. Alors vous aussi, Jean-Noël de Galzin, vous publiez un livre blanc à l'occasion du Forum InCyber. Quels en sont les principaux enseignements et quelle est votre vision du sujet actuellement? Alors, je ne vais pas revenir sur la vision technique. Je pense que Éric et Benoît sont mieux placés que moi encore pour en parler. Non, je dirais que Zero Trust, c'est une stratégie de mise en place d'une politique de cybersécurité qui va, alors on dit un terme malheureux, c'est comme toute phrase sortie de son contexte, en fait.
Le Zero Trust, ça part du principe qu'on est tous interconnectés au même réseau, les humains, les machines, demain tous les agents d'intelligence artificielle, les objets connectés. Et on est tous interconnectés au même réseau, et donc il y a des choses qui existent, c'est le legacy. Il y a des choses qui sont précieuses, ce sont les données, c'est la résilience. Tout ça doit fonctionner en permanence. Et donc, il s'agit de mettre finalement en place une stratégie qui vise à dire que chaque personne, chaque machine, chaque objet représente une menace pour l'ensemble du réseau, que nous partageons tous. Et à partir de là, cette stratégie Zero Trust, elle va être propre évidemment à chaque organisation, en fonction de son métier. Beaucoup de collaboration avec les métiers dans le Zero Trust. Un gros travail de collaboration, d'ailleurs ça a été dit avant par Vincent Strubel. Effectivement, c'est important dans Zero Trust que ça repose sur la collaboration. C'est une idée aussi qu'on va adapter en permanence sa stratégie de cybersécurité justement en fonction de ses impératifs, de son besoin, de son métier. Faire attention parce que, comme le subodoré quelque part Eric, le Zero Trust, ce n'est pas une stratégie absolue. On n'a pas du Zero Trust partout. Ensuite, le Zero Trust, c'est avec les utilisateurs. Donc c'est très important qu'une stratégie Zero Trust repose sur une bonne stratégie au niveau de l'authentification, de l'identification des utilisateurs, évidemment de l'inventaire des utilisateurs et ensuite de tous les liens avec l'inventaire des machines, avec l'inventaire des objets connectés et des processus de l'entreprise. Alors nous, effectivement, chez Exatrust, alors, et même à titre personnel, j'ai participé à un certain nombre de conférences ou d'ateliers avec des utilisateurs, des entreprises sur le Zero Trust, et j'étais quand même assez frappé de voir qu'en règle générale, ce sont des grands acteurs globaux qui viennent parler de Zero Trust. Or, moi, je pars du principe qu'un grand acteur global qui fait tout est à la base quelque chose qu'on peut, qui est incohérent avec l'approche Zero Trust. Voilà. L'approche Zero Trust, c'est une approche dans laquelle il faut évidemment mettre en place cette stratégie, comme je l'évoquais, et travailler sur une architecture, et ensuite on va travailler avec des offreurs, on va travailler avec des aides en service, etc. Et donc ça s'appuie sur un écosystème de fournisseurs. Et donc nous, on est parti du principe chez Exatrust qu'il existait un très grand nombre de solutions techniques, il existe un très grand nombre d'offreurs en France, en Europe, qui sont capables de permettre à des organisations de les accompagner pour un déploiement dans une petite entité ou dans une entité globale, mondiale, à partir de solutions donc souveraines. Voilà. Et donc c'est ça l'idée de notre livre blanc, c'est de permettre d'attaquer le sujet, de travailler sur le sujet, de s'informer sur ce sujet, sur l'écosystème de fournisseurs qui existe, avec une petite dimension en plus, j'imagine on reviendra après, c'est la protection des données. Absolument. Il est temps à présent d'écouter le point de vue du Clusif, bien sûr, avec vous, Benoît Fuseau. Alors, qu'est-ce que vous avez identifié comme les points clés du Zero Trust et selon vous, quels en sont les principaux piliers ? Alors nous, on a été peut-être un peu en avance de phase parce que nous, on a fait un livre blanc, un livrable en octobre 2023, donc voilà, qui donnait aussi déjà un premier éclairage et qui reprend les choses. Et quand on reparle de technologie et ce que vous parlez, et quand j'entends les derniers chiffres que 20%, en fait, je pense que c'est un problème de méconnaissance. On a tous de l'authentification forte sur nos systèmes, donc on a commencé déjà ces piliers sur le Zero Trust. Vous parliez des piliers, je pense qu'un des piliers principaux, et Jean-Noël l'a très bien dit, sur la partie métier, c'est la partie gouvernance. En fait, on ne parle pas que de technologie, mais aussi de la mise en place, de l'intégration des métiers, de développement, du changement de façon de penser ces applications, de l'accès à ces données. Et moi, je suis toujours, on en a parlé un petit peu, Laure, je vais regretter justement ce terme, et vous l'avez évoqué, et on voit bien qu'on essaye de le transformer en côté positif. Pendant très longtemps, on a parlé de confiance, on parle encore de confiance, on parle de souveraineté. Et aujourd'hui, de parler de ce concept de Zero Trust, Zéro Confiance à nos dirigeants, je suis toujours un peu gêné. Et donc, j'espère qu'on va pouvoir faire évoluer, puisqu'on est bien d'accord sur le concept principal. On est tous d'accord. Et on le voit bien avec ce que disait Vincent Strubel juste avant, avec l'opportunité de Nice 2. Moi aussi, je considère que c'est une belle opportunité et que ça va donner une ligne directrice. Et il y a un point clé qui a été
remis dans le Zero Trust, c'est la transformation vers le cloud et l'identité. Moi, je pensais que l'identité, ce n'était pas un sujet, on parle du mot de passe, etc. Bah si, là, dans ce concept-là, le principe et le pilier principal, c'est l'identité, l'identification pour qui accède aux données. Et je pense que c'est ça qu'il faut bien comprendre dans ce concept. Et je pense que les trois publications sont très complémentaires. On est un peu revenu sur l'historique. Le Zero Trust, ça existe depuis les années 2000. Donc, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Ce qui a été remis au goût du jour, c'est surtout l'arrivée et la transformation vers le cloud. Mais cette notion de sécurisation, d'accès à la donnée, le cœur du business, c'est ça que c'est revenu, quoi. Voilà. Bon, alors pour passer du concept à la pratique, puisqu'on vous l'a promis, c'est l'intitulé de ce panel, Éric Singer, où en est-on de l'état d'adoption en fait, de ce modèle Zero Trust? Et puis, quels sont les principaux défis, peut-être les obstacles à sa bonne mise en œuvre? On en a parlé un peu des obstacles au préalable. C'est vraiment cette histoire peut-être de legacy, d'opposition, enfin on a parlé justement de gestion du changement. Mais peut-être on pourrait revenir sur les principes clés du Zero Trust. On n'a pas parlé, c'est vrai, on n'a pas parlé du modèle avant de Château Fort. Et en fait, le Zero Trust, c'est sortir de ce modèle de Château Fort pour aller vers un modèle plutôt de hub d'aéroport. C'est-à-dire on fait de la sécurité en fonction du contexte, en fonction de qui on est, où on est, qu'est-ce qu'on fait au moment précis. Et c'est vrai, on ne va pas donner les mêmes accès à quelqu'un qui accède à l'information d'un web café avec son téléphone ou avec un ordinateur public qu'une personne avec un ordinateur renforcé au sein du Graal des Graals du système d'information qui utilise une information et un système d'information critique. C'est vrai que les contrôles ne vont pas être les mêmes. Et le Zero Trust, justement, c'est conglomérat d'aspects. Et donc, quelles sont peut-être les limites et les freins? C'est peut-être pouvoir assembler l'ensemble de ces technologies. Et donc là, maintenant, on est dans un système, et je pense, Benoît, tu l'as dit, où maintenant, on a une adoption de technologies qui est assez mature, ou ça peut être mature, et donc on peut permettre l'automatisation ou l'orchestration des informations qui nous permettent d'adopter le Zero Trust de manière plus en confiance dans les entreprises. Mais qui dit confiance, peut-être on va en parler, c'est aussi adresser ça au niveau du COMEX. Et le COMEX, c'est un sujet aussi très important pour que ça soit compréhensible au bon niveau. Donc peut-être on en parlera après. Absolument. Benoît Fuseau, selon vous, quelles sont les clés de la réussite de cette approche Zero Trust? On a évoqué le fait d'en parler au COMEX, par exemple, et un peu plus tôt, vous évoquiez l'importance de la gouvernance dans le processus. Et un élément important également, c'est le ROI, bien sûr, l'aspect un peu plus commercial, business. Oui, je pense qu'aujourd'hui, cette notion... et en fait, aujourd'hui, tous nos concepts, on le voit qu'on est... Jean-Noël disait, on accumule des solutions de sécurité et je pense qu'aujourd'hui, dans certaines structures, on atteint des limites budgétaires et on va être de plus en plus challengé sur justement la rentabilité, questionner sur aussi le coût aujourd'hui de l'optimisation de nos solutions. Pendant très longtemps, on appelait le directeur financier, on passait en COMEX, on disait on avait besoin de telle solution parce qu'on avait tel risque. Aujourd'hui, on voit bien qu'il faut être... plus fort, plus argumenté. Et je pense qu'encore une fois, ces livres blancs apportent justement un éclairage sur les solutions, la vulgarisation. Pour passer un COMEX, si on commence à dire je veux mettre en place du Zero Trust, je ne suis pas sûr qu'on obtienne 3 millions de budget tout de suite, quoi. Voilà, donc je pense qu'il y a une explication, et une explication avec un aspect financier sur lequel on est de plus en plus attendu et sur lequel je pense qu'il va falloir se préparer. On le voit avec les législations, il y a des opportunités qui s'ouvrent, il ne faut pas qu'on les rate. Il faut qu'on soit audible et compréhensible par justement l'ensemble de nos comités de direction, mais pas que. Moi, je dirais aussi les chefs de projet, tous ceux qui travaillent sur les applications, la construction des applications, et qui sont des moteurs et qui peuvent orienter les choix stratégiques. On parle tout le temps de cybersécurité et dans de nombreuses sociétés, et je pense que là, les attaques, les incidents sont de plus en plus nombreux et on ne peut plus le nier. Mais objectivement, qu'est-ce qui vraiment change dans les entreprises ?
Le CLUSIF a fait lors du Panorama un petit constat. 272 millions de données sur des entreprises françaises ont fuité en 2024. Je pense que c'est des chiffres qui interrogent. Et maintenant, il faut vraiment, comme l'a dit Vincent, qu'on se mette en marche pour faire avancer les choses. Voilà. Jean-Noël, très brièvement, on va parler quand même aussi de la technologie, forcément. Elle apporte, elle est même essentielle dans le processus, d'avoir les bonnes briques technologiques. Vous évoquiez également quand même les compétences, avoir les bons talents et les faire grandir, bien sûr, au sein de l'entreprise. Ça, c'est clé aussi, bien sûr. Oui, c'est un principe de gestion du risque assez basique. Donc, il faut toujours accompagner ce travail d'une montée en compétences des différentes équipes, à la fois les équipes informatiques, les équipes cyber, mais aussi les utilisateurs, sensibiliser sur ces sujets, parce que le comportemental fait partie des risques qui pèsent justement sur les données ou sur la résilience de certains systèmes. C'est d'ailleurs pourquoi aujourd'hui on parle énormément de technologies d'anticipation des risques au niveau du comportement des utilisateurs. On parle par exemple d'ITDR aussi, c'est-à-dire d'appliquer des technologies qui vont être capables de détecter des comportements anormaux ou des faits anormaux et pouvoir les remonter en temps réel. À partir du moment où on a l'inventaire de ces utilisateurs et l'inventaire de l'ensemble de ces outils industriels ou de ces objets. Donc je crois que c'est effectivement un principe de stratégie globale qu'il faut bien gouverner. Moi j'étais au Gartner la semaine dernière, c'était très intéressant, il y a eu tout un panel sur toute une keynote sur le futur de l'identité et sur Zero Trust. Et je pense que ce que tu disais tout à l'heure sur le ROI me paraît essentiel. On a tous, bon, il y a eu des différentes stratégies. La stratégie Direct to Cloud, Full Cloud, c'est une stratégie depuis une dizaine d'années qui a été dans beaucoup d'entreprises. Aujourd'hui, on s'aperçoit que cette stratégie qui est censée faire des économies, finalement, finit par coûter de plus en plus de ressources et enferme un certain nombre d'organisations dans un seul fournisseur. Donc moi, je suis là pour montrer qu'avec Exatrust, autour de 35-40 offreurs, on peut bâtir une stratégie dans laquelle on va peut-être se focaliser non pas sur la solution qui fait tout, mais essayer de capter les solutions en fonction de ses propres besoins et toujours de garder en réserve l'idée qu'à la vitesse où va l'innovation, il faut peut-être consacrer une part de son budget exactement là où on en a besoin et se garder des réserves pour les innovations qui arrivent. On va capitaliser autour de son socle Zero Trust et on va rajouter au fur et à mesure des nouvelles fonctionnalités, des nouveaux logiciels, des nouvelles solutions qui sont amenées par des startups, par des par des entreprises qui naissent et qui viennent apporter ces technologies dont on peut avoir besoin pour plus de mobilité, d'agilité, de sécurité. Voilà, donc le Zero Trust, c'est aussi en avoir sous le pied, en garder sous le pied pour l'avenir. Et donc, je vous invite à venir regarder ce livre blanc qui est en plus très court. Hein, ça ne prendra pas beaucoup de temps. Oui, effectivement, un format voilà. Simple, c'est un compagnon court, du RSSI. Facile à digérer. Merci beaucoup. Pour conclure, je propose de jeter en fait, un rapide coup d'œil en fait, au croquis qui a été fait par Nicolas, notre illustrateur. Voilà, sur ce concept Zero Trust, quelle vision. Éric Singer, un travail d'arrache-pied, bien sûr, un processus. Jean-Noël de Galzin, c'est une stratégie adaptable. Et enfin, Benoît Fuseau, un pilier, l'identité, bien sûr. La gouvernance aussi, on en a parlé. Un grand merci à vous pour vos éclairages aujourd'hui. Merci à vous. Si je peux me permettre juste un petit mot, je voudrais juste passer un message. Ces associations professionnelles sont hyper importantes pour la communauté. Vincent Strubel a rappelé qu'on devait travailler ensemble. Et je voudrais juste faire un petit appel pour que vous veniez rejoindre nos associations parce que ça permet d'aider les travaux de l'ANSSI. On est là en soutien aussi par rapport à tout ce qui est fait et aussi à aider à diffuser cette information le mieux et à la vulgariser. Je voulais vous remercier. Merci beaucoup. Merci Benoît, Éric et Jean-Noël. Merci à tous les trois.